Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilienne, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous l'avais expliqué, je vous l'avais même teasé dans la vidéo sur mes nouvelles Philobates Vitatus qui sont juste à côté de moi. J'ai changé du coup le terrarium des Agalitnis, je vous avais dit que je les avais déplacés dans un terrarium plus grand. Il est devant nous ici, on va en parler aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le sujet. Vous allez voir qu'il y a eu des choses assez intéressantes, notamment une petite cohabitation. Alors c'est quelque chose qui est mal vu dans l'intérieur, donc ça on va en parler longuement aussi. Je vais vous expliquer les choix que j'ai faits. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo avec les installations de Benoît, la cohabitation quand elle est bien faite, elle peut être très intéressante. C'est ce dont on va parler aujourd'hui essentiellement, puisque le terrarium en soi est assez classique et vous aurez évidemment des images de tout ça pendant qu'on en parle. Il y a quelques semaines, Benoît m'avait donc offert ce terrarium. Bien sûr il est pas neuf, c'est un terrarium qui avait déjà servi, mais en attendant il restait très pratique et totalement adapté pour y mettre potentiellement une espèce. Et au lieu de partir de manière égoïste sur encore une nouvelle espèce ou quoi, j'ai préféré améliorer la condition des espèces que j'avais. En l'occurrence, les Agalitnis Caedrias étaient dans leur terrarium de croissance et elles avaient besoin d'un terrarium plus grand pour leur taille adulte, et ce 40-40-60 était tout à fait adapté. C'est pas un terrarium de marque, donc souvent ils ont pas exactement les mêmes dimensions, ils sont un petit peu plus grands, mais on va dire que c'est ça. Ce qui est un minimum correct pour un petit groupe de 2 à 3 Agalitnis Caedrias adultes. Dans la nature, c'est une espèce qui vit dans la canopée, qui a donc besoin de beaucoup de hauteur, et ce qui se passe au niveau du sol va être très peu important. Pour aménager du coup ce terrarium, je suis parti sur une base assez simple. De nouveau, je voulais pas forcément quelque chose d'hyper esthétique, hyper naturel, quelque chose de nouveau. Je voulais surtout quelque chose d'efficace et qui convienne aux espèces qui sont à l'intérieur. En l'occurrence, pour les grenouilles, les vraies plantes sont hyper importantes, et pour les rainettes aux yeux rouges, encore plus. C'est une espèce qui va passer les 3/4 de son temps sur les plantes. Déjà, la journée, elle va dormir dessus, donc c'est une espèce nocturne, vous allez la voir active la nuit. La nuit, elle va se déplacer sur les plantes et sur les parois du terrarium, assez peu sur les branches. Donc les plantes, c'est vraiment très important pour elles. Et là, par contre, on peut pas partir sur des petites plantes toutes fines, il faut des grandes feuilles sur lesquelles elles peuvent vraiment s'appuyer complètement. Pour ça, j'ai évidemment utilisé le philodendron qu'elles avaient dans l'autre terrarium, qui a complètement explosé. Le philodendron s'était développé de partout, il avait fait plein de racines, plein de feuilles, donc c'était cool de lui offrir plus de place aussi, parce qu'il allait pouvoir encore plus s'agrandir. Honnêtement, cette plante, c'est une folie. Depuis qu'il est dans le terrarium, il a encore fait des nouvelles feuilles, alors qu'en soi, ça fait un mois et demi à peu près, et franchement, il s'est développé de partout. Donc ça, c'était une bonne base, et j'ai construit le terrarium autour de ça. J'avais aussi un décor de fond Exoterra qui était déjà installé, donc ça, je l'ai gardé aussi, j'ai fait des découpes dedans et j'en suis servi pour aller fixer mes branches, mes plantes et tout ça. Pour le reste, c'est une base assez simple de terrarium pour des rainettes classiques, à savoir une base de drainage évidemment pour éviter que le substrat soit gorgé d'eau. Le substrat, c'est de la tourbe de coco mélangée avec de la sphaigne, des feuilles mortes, tout ça, le classique. Et le reste, on est essentiellement sur des branches et des plantes. Les branches, je les avais depuis un moment, c'est des branches qui venaient de la nature mais que j'avais nettoyées, qui étaient déjà passées dans des terrariums. Bref, il y a vraiment eu aucun problème, je les ai remises et ça se passe très bien. Et pour les plantes, comme je vous le disais, on a donc ce gros philodendron et je suis venu mettre également un pothos à côté. C'est le même genre de plantes qui vont se développer très bien, très rapidement, qui vont pas être très exigeants. Elle, je me suis pas cassé la tête, je l'ai laissée dans son pot et je suis allé la fixer en hauteur en l'incrustant dans le décor de fond. Donc je suis venu tailler le décor de fond pour venir caler mon pot dedans. Et franchement, ça fonctionne plutôt bien. Les grenouilles du coup s'y sont super bien adaptées, honnêtement il n'y a pas eu de problème, très vite elles ont repris leur rythme. Je les vois évidemment beaucoup plus actives que dans l'autre parce que forcément elles ont plus de place, donc elles évoluent beaucoup plus facilement. Et comme je le disais, est arrivé assez rapidement l'étape de la cohabitation. Attention avec ça évidemment, comme je le disais en début de vidéo, c'est quelque chose qui est très mal vu dans l'interario. On dit toujours de ne pas mélanger les espèces, que ça amène des problèmes, etc. En réalité, il y a un courant, je vais dire, de la terrario qui a un peu évolué ces derniers temps et qui a un peu progressé là-dedans, qui trouve que la cohabitation, quand elle est bien faite, peut être quelque chose de tout à fait fonctionnel, voire même dans certains cas bénéfique pour les espèces. Et pour ça, il y a quelques grandes règles qui, on va dire, ont été un peu installées pour savoir si la cohabitation entre deux espèces est possible ou pas. Ici, je vais briser un peu le suspense. L'espèce qui cohabite avec mes Agalitnis Caedrias, ce sont des Phelsuma quadriocellata. En l'occurrence, il s'agit d'une femelle adulte qui faisait partie du groupe de Benoît, que vous avez vu du coup dans la précédente vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez la voir, elle a plutôt bien fonctionné sur la chaîne et j'ai eu des super retours par rapport à ça, donc ça d'ailleurs ça fait grave plaisir, merci à tous. Donc effectivement, il y a quelques mois, quand on a commencé à parler avec Benoît, il m'a proposé cette option de m'offrir un Phelsuma quadriocellata, et c'est là que m'est venue l'idée de cette cohabitation. On arrive justement au premier point, une cohabitation ça se prépare longtemps à l'avance. On ne mélange pas des espèces sans réfléchir comme ça, on va au magasin, on prend ce qu'on veut. Il faut faire ça avec des espèces que vous
connaissez bien. Moi, les agalitnis, je vous les avais présentés sur la chaîne, vous le savez, il y a un bon moment maintenant, donc je les maintenais dans leur terrarium, je les connaissais, je voyais leurs habitudes, je savais comment elles fonctionnaient. De l'autre côté, les Phelsuma quadriocellata, moi j'avais évidemment ma petite Lineata, qui est une espèce très similaire, et en plus j'avais les conseils de Benoît qui connaît super bien l'espèce puisqu'il l'a reproduit, et qui la maintient déjà en cohabitation d'ailleurs. Le deuxième point, c'était évidemment d'être sûr de pouvoir respecter les paramètres de chaque espèce. Pour ça, ce qui est encore assez facile, c'est de prendre des espèces qui viennent du même biotope. Ici, évidemment, c'est pas le cas. On est sur une espèce qui vient de Madagascar pour les lézards et d'Amérique centrale pour les grenouilles. Mais par contre, en termes de paramètres, c'est assez similaire. Comme pour la plupart de mes espèces, on est à une température ambiante d'environ 24 avec un point froid légèrement plus frais et un point chaud au niveau des UV qui monte à environ 30 degrés. La petite Phelsuma, elle squatte généralement la zone avec les UV et la chaleur et quand elle les a pris, elle descend et elle part un petit peu se planquer dans le décor. Pour l'humidité, les paramètres vont être très élevés la nuit. Je fais une grosse vaporisation quand j'éteins les lumières, ce qui permet à mon agalitnis d'évoluer dans un environnement bien humide et de reproduire les conditions naturelles, à savoir très humide la nuit et en journée, ça sèche un petit peu. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de réfléchir à avoir des espèces qui potentiellement ne se croisent pas ou qui auraient peu de chances de se croiser. Comme par exemple une espèce terrestre et une espèce arboricole, ou alors une espèce nocturne et l'autre diurne. C'est le cas ici. On est sur effectivement deux espèces arboricoles. Par contre, il y en a une qui est 100% nocturne et l'autre qui est vraiment 100% diurne. Ce terrarium, du coup, il tourne avec les deux espèces depuis quelques semaines au moment où je vous fais la vidéo et vraiment, elles ne se croisent jamais. La journée, les grenouilles dorment sur les feuilles. Honnêtement, le lézard les calcule même pas. Il les a vues, mais il va jamais les déranger. Elles dorment paisiblement, il n'y a aucun problème. Elles dorment généralement sur l'intérieur des feuilles. Donc même quand le lézard passe autour, elles se réveillent même pas, ça change rien à leur vie. Et par contre, la nuit, la petite Phelsuma, elle part se planquer. Elle se planque généralement derrière le décor ou alors dans les fleurs et tout ça. Bref, des endroits où les agalitnis ne vont jamais. Parce que ces rainettes là, quand elles sont réveillées, elles ne se cachent pas du tout en fait. Elles se déplacent vraiment sur les parois, sur les zones ouvertes du terrarium. C'est d'ailleurs pour ça aussi que les cohabitations grenouilles-lézards fonctionnent bien quand les deux espèces font à peu près la même taille. Parce qu'il n'y a pas de prédation entre elles. Et généralement, vu que c'est deux espèces qui sont totalement différentes, totalement opposées, et ben en fait chacune fait sa vie de son côté et respecte l'autre. Quand on mélange des espèces de lézards qui sont assez similaires, ça pose généralement un peu plus de problèmes. Si elles se ressemblent un peu trop, elles vont avoir tendance à être un petit peu plus territoriales les unes envers les autres et à parfois se taper, pas forcément pour de la prédation, mais juste pour une question de territoire. Quand c'est grenouilles-lézards, c'est deux espèces qui ne rentrent pas du tout dans la même catégorie et qui du coup cohabitent parfaitement bien. Et là où ce genre d'échange peut être bénéfique, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est notamment au niveau de la chasse, au niveau des insectes que vous donnez à manger. Si vous lâchez par exemple des grillons à vos grenouilles, elles vont les manger la nuit, mais évidemment il y a des grillons qui vont se planquer. Et la journée, ils sortent se mettre à la lumière et ils viennent parfois déranger votre grenouille pendant qu'elle dort. Et c'est là qu'interviennent les lézards diurnes, en l'occurrence ici les Phelsuma, qui vont chasser les grillons la journée. Et inversement, si les grillons vivent la nuit pour se cacher des Phelsuma, et ben ils croiseront les rainettes et il y aura forcément toujours quelqu'un pour les manger. Ça veut pas dire qu'il faut le faire dans tous vos terrariums et qu'il faut faire ça n'importe comment. Encore une fois, je le répète, réfléchissez bien, choisissez des espèces que vous connaissez bien, faites ça dans de bonnes conditions. Pour le moment, donc comme je vous le disais, j'ai mon petit groupe d'Agalitnis Caedrias qui vont super bien, honnêtement, elles vont à merveille, elles sont super cool. Et vous avez donc la petite Phelsuma quadriocellata, elle a son petit rythme, elle trouve tout ce dont elle a besoin et les deux espèces cohabitent sans problème. Voilà donc pour ce nouveau projet. Comme je vous le disais, il est assez simple, bien planté quand même, mais avec assez peu d'éléments, hein. Finalement, on a que deux plantes et vous voyez que c'est déjà bien rempli. On a ces deux espèces qui permettent d'avoir de l'animation 24 heures sur 24. En plus, c'est deux espèces respectivement très actives pendant leur période d'activité. Cool avec les quadriocellata, c'est qu'ils sont quand même beaucoup moins timides que les lineata. Alors, je sais pas si c'est général à l'espèce, je sais pas si c'est une question de caractère ou quoi, mais en tout cas, moi, j'ai fait cette observation que ma lineata, qui pour le coup est très flippée, là, il y a vraiment pas de problème. Que je vous le disais, on est en train de faire la vidéo et la quadriocellata, elle est pas du tout planquée, elle est vraiment à son point chaud en train de regarder ce que je fais avec mes mains. Parce que par contre, niveau physique, elle se ressent super fort, hein. C'est des Phelsuma, c'est des petits Phelsuma. Et la petite différence, c'est que les quadriocellata, ils ont un rond avec du bleuté sur les flancs que les lineata n'ont pas. Eux, ils ont simplement une ligne noire. Des espèces franchement super chouettes, insectivores et frugivores, donc il y a moyen de leur donner plein d'alimentations différentes. C'est des espèces que vous pouvez tout à fait élever, même en tant que débutant. Ça se manipule pas, par contre, c'est des espèces qui sont très nerveuses et qui peuvent rapidement se séparer de leur queue quand elles se sentent stressées. Alors la queue repousse, mais c'est pas une bonne chose pour votre lézard. Elle vient de me jumper dessus, je sais pas si ça s'est vu à l'image. Run. Donc,
on va éviter de les manipuler. Ça veut pas dire que vous pouvez pas avoir de contact avec des espèces que vous pouvez assez facilement habituer à manger à la pince par exemple, à observer, ils sont assez curieux donc il y a moyen d'avoir ce petit échange là. Mais par contre ça va être essentiellement de l'observation, comme quand vous prenez des poissons rouges, vous n'allez pas commencer à les manipuler. Les Felzuma, c'est pareil. Les Agaritnis par contre ça reste des rainettes donc sensiblement un peu plus fragiles, donc c'est peut-être pour une difficulté un peu plus intermédiaire je dirais, mais concrètement ça reste deux espèces qui individuellement sont tout à fait abordables. Après comme je vous le disais, si vous voulez reproduire la même cohabitation, prenez le temps. Même si moi ça marche, c'est pas dit que ça marche dans tous les cas, il faut honnêtement prendre beaucoup de sécurité à ce niveau-là. Je suis pas en train de dire que je suis pour la cohabitation à tous les niveaux et de faire n'importe quoi, ça se réfléchit, mais dans des bonnes conditions, bah ça peut se faire. Je pense avoir dit tout ce qui me semblait important à ce niveau-là. Si ça vous a plu et que la vidéo vous a intéressé, bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, passez une bonne semaine ou un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!